tribunaux ont réouvert leurs portes comme prévu ce lundi. Une cérémonie à laquelle participaient notamment le président de la République, le ministre de la Justice et de nombreux acteurs du pouvoir judiciaire avait été organisée. Le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui s'exprimait à cette occasion, a demandé aux magistrats de mettre tout en œuvre pour faire avancer la justice pendant l'année judiciaire 2013-2014. Son prévision légale liée dans le décret 2005 là. Donc c'est chaque année le tribunal ferme. On l'ouvre, réouvert le premier lundi d'octobre. Donc c'est l'ensemble là, je dis, donc réouverture officielle avec. Nous prenons tous les magistrats, nous tout le monde, tous les artisans, les ouvriers de la justice pour mettre au travail pour nous battre la justice. L'ensemble là. Et le discours président, qui s'est retiré là-dedans, le discours président? Non, le discours du président, en ce qui me concerne, c'est un ordre, c'est une instruction, toute ça, justement, la mettre en application. Qui l'autre dépassé, non? Pour peuple la justice. Pour sa part, le président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, a incité les juges à faire un traitement plus actif des dossiers en souffrance en vue de respecter les délais prévus par la loi. Il demande aux juges d'être plus actifs et de traiter les dossiers dans les délais impartis par la loi. Bon, je parle du CSPJ, c'est qu'il est. J'ai fait une distinction entre le CSPJ et la Cour de cassation, ce n'est pas la même chose. Le CSPJ a ses attributions qui sont administratives et autres, tandis que la Cour de cassation a des attributions juridictionnelles. Oui? Donc les deux sont appelés à se compléter. Hein? À travers le discours du président Matélia, vous tirez des leçons? Bon, il parle de ce qui a été fait au profit de la justice, n'est-ce pas? Et il nous demande d'aller dans le même sens. Quel sens? De quel sens il a parlé? Bon, des tribunaux qui sont à construire, hein, des prisons aussi qui sont à construire, de meilleurs soins pour les détenus. Il parle de tout ça. La gestion de l'électricité d'Haïti sera bientôt confiée à des firmes privées. C'est ce qu'a annoncé ce lundi un membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques, Yves Bastien, lors d'une conférence de presse à la primature. Dans moins d'un mois, un appel d'offres sera lancé en vue de trouver des partenaires financiers capables d'aider EDH à être plus efficace tant dans la production que dans la distribution d'un courant électrique de qualité, a fait savoir M. Bastien. L'argent nous dépensé pour acheter courant dans les investisseurs privés, d'accord, plus important que tout investissement réuni que tous les trois compagnies ont fait. Donc, gon bagay qui pas marcher. Nous avons pour devoir de changer tout ça. Donc, et à partir de ce moment qui ça nous décidé projet, c'est qui ça? C'est si vous voulez faire un découpage territorial. Essayez de faire de manière le plus intelligente possible en discutant avec des investisseurs sur leur choix. N'oubliez pas que c'est pas un projet qui germé uniquement dans la tête de l'État haïtien. Son projet, c'est après discussion avec des gens qui sont intéressés à investir dans le pays, dans le secteur électricitaire. Et à partir de ce moment, c'est dit tête nous, comment t'as découper territoire en région et offrir avec des partenariats avec Mounio, des sociétés anonymes mixtes qui permettent que, par exemple, pour la Néglavini, il prend responsabilité pour le produit, il prend responsabilité pour le distribuer, il prend responsabilité pour commercialiser. D'accord? Je dis, plus que jamais, job nous prenons le travail sur des critères définis pour nous allouer des contrats de partenariat avec des gens qui sont intéressés à la région. Qui prennent le chita sur des critères comme le prix, ça qui pour le vendre courant parce que 36 centimes d'abacher dans mon là, l'inacceptable, non pas qu'à continuer, les suicidaires, Haïti pas qu'à sortir avec prix ça, le prix que nous payons aujourd'hui. Deuxièmement, c'est la qualité qui qualité. Est-ce que son courant de qualité ou bien courant nous qu'on doit je sous matériel détruit frigidaire etc. parce que le réseau n'est pas bon etc. Troisièmement, c'est qui capacité pour agir rapidement donc rapidité d'exécution. Quatrièmement, c'est capacité de répondre aux sollicitations du milieu. C'est-à-dire qu'on est qui retrouve à 2-3 km, est-ce que le cas en dehors de zones de concentration de population, est-ce que le cas gagne courant s'il a fait un business ou bien est-ce que le pas gagne? D'accord? Et cinquièmement, c'est qui ressources financières qu'on gagne. Troisièmement, qui expérience qu'on gagne sur le terrain quand on fait le déjà. D'accord? Donc, en définitive, c'est ça, si vous voulez, que nous gagnons comme projet.
Et nous dit tête nous que pour nous réaliser projet ça, plus que jamais, nous avons besoin qu'on coûte tout le monde. Le Programme alimentaire mondial a lancé ce lundi un atelier de réflexion avec ses partenaires sur l'orientation à donner à l'aide accordée à Haïti durant les 3 prochaines années. Le représentant de PAM Haïti, Georges Friedrich Eigmel, a rappelé que sa priorité était de venir en aide aux plus pauvres et à ceux qui se trouvent en insécurité alimentaire chronique. Récemment, la FAO a sorti les derniers chiffres sur les gens qui vivent en faim. Donc, qui vivent avec la faim. Et donc, il y a 840 millions de personnes partout dans le monde qui vivent avec une faim continue. La raison principale, je pense, une question d'accès à la nourriture. Parce que le monde entier produit assez de nourriture pour nourrir toute la population mondiale. Mais vous avez une distribution inégale. Vous avez beaucoup de gaspillage, disons plutôt des pertes dans le processus de la chaîne. Donc vous avez des problèmes de stockage après la récolte, mais vous avez aussi dans les pays plus riches, vous avez beaucoup des aliments qui ne sont pas consommés et qui donc sont après jetés. Donc il y a une question d'accès à la nourriture. Donc si vous voulez distribution, mais aussi la capacité de nous tous d'arriver chez les bénéficiaires, chez les gens qui sont les plus vulnérables. Donc, et c'est pour ça, dans le cadre de notre programme, plusieurs intervenants ont mentionné dans la discussion aussi, c'est une question de ciblage, de vraiment cibler, de trouver, d'identifier les gens les plus vulnérables. Et après, deuxième pas, c'est de dessiner des programmes adéquats pour leur aider, pas seulement d'une manière temporaire, mais aussi d'une manière plus durable en intégrant nos différentes interventions avec des différents partenaires. C'est pour ça qu'on a justement appelé cet atelier pour commencer un dialogue avec tous nos partenaires existants, partenaires potentiels, pour aligner nos différents programmes et pour achever un effet maximal. Le premier forum national sur les ONG se tiendra mardi au Caribé Convention Center. C'est une activité qui vise à créer une plateforme de dialogue entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Selon le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, ce sera aussi l'occasion pour le gouvernement de présenter aux ONG le texte de loi qui devra régir leur fonctionnement. Quand on regarde l'histoire et la jeunesse des ONG en Haïti, en fait, ça a démarré durant les années 70. Au début, les ONG intervenaient seulement dans les opérations de sauvetage, et à chaque fois qu'il y avait une urgence humanitaire. Mais après, ce qui s'est passé après une dizaine d'années, quand vous regardez aujourd'hui le champ d'activité des ONG, vous allez voir qu'elles se sont profondément diversifiées. Elles interviennent dans le champ de l'économique, dans le champ du social. Et ce que vous dites là est intéressant. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la capacité, ou plutôt la capacité organisationnelle de l'État est restée telle qu'elle, alors qu'il y a eu un éventail et une diversification organisationnelle au niveau des ONG. C'est ce qui explique aussi la difficulté aujourd'hui à pouvoir superviser les activités des ONG. Et c'est ce qui explique aussi les efforts récents qui ont été faits en fait, au ministère de la Planification avec, si vous voulez, la réforme de l'unité de coordination des ONG qui est aujourd'hui mieux dotée et mieux apte à remplir ses attributions. Vous êtes en train de nous dire que parallèlement ou encore en comparaison à la façon dont fonctionnaient les ONG il y a quelques années, il y a donc une différence aujourd'hui? Il y a une différence, non, les ONG continuent à fonctionner de la même manière. Mais par contre, l'État aujourd'hui supervise mieux les ONG. Un exemple bien simple. On a mis en place dans chaque département. Parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe, les ONG œuvrent beaucoup aussi au niveau départemental. Si vous n'avez pas une structure sur place capable de superviser leurs activités, de faire des visites d'expertise, si vous vous basez uniquement sur les rapports qu'elles vous donnent en fin d'année, cela ne suffit pas à se faire une idée de l'impact de leurs actions. D'ailleurs, leurs rapports sont là pour montrer un peu qu'elles sont utiles, mais il faut un autre rapport pour montrer qu'au niveau des populations qui ont été les grands bénéficiaires de l'action des ONG,
quel a été l'impact au niveau de leur mieux-être. À ce moment-là, vous allez voir que avec la mise en place des conseils départementaux dans les 10 départements, où on retrouve les directeurs départementaux du ministère de la Planification, les élus locaux, les représentants sectoriels des ministères, eh bien, il y a une capacité aujourd'hui à mieux superviser les actions et les activités des différentes ONG.